Salut les jeunes cyclistes dynamiques! En fin de saison dernière, on m'avait sûrement vu au guidon d'un tout nouveau Yadigo Eroa Disc tubeless transmission électronique. Eh bien, après avoir roulé plus de 2000 km sur ce bolide, je vous livre ma review sans concession et sans le bullshit habituel que vous avez déjà entendu partout. Allez, c'est parti! Ce Yadigo Eroa, c'est la version disque du vélo de course polyvalent de la marque. La particularité de ce montage, c'est que c'est un montage disque avec des roues et des pneus tubeless et une transmission électronique. J'ai trouvé ça génial de pouvoir tester un truc que j'avais jamais testé auparavant sans un vélo de route, alors merci Yadigo. Outre les qualités que j'avais déjà relevées sur la version patin de ce vélo, j'ai trouvé sur cette version disque une sensation de plus grande rigidité, en particulier à l'avant. Je pense que c'est dû à la présence d'un peu de renfort sur la fourche pour accommoder le système disque et aussi à celle d'un axe traversant beaucoup plus costaud et beaucoup plus épais que l'attache rapide classique qu'on a sur les systèmes patins. Je vous parle rapidement de la déco plutôt hors du commun. Ici, on est sur un émaillage gris clair avec texture gris foncé, très belle marbrure sur tout le cadre qui donne vraiment une personnalité particulière à ce vélo. C'est une des marques de fabrique de Yadigo de pouvoir proposer des décos 100% custom. Alors, si ça vous chauffe de vous monter un vélo avec du caractère, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Niveau roues, il s'agit de jantes XLC tubeless montées avec des pneus tubeless Challenge Strada 27 mm. Elle est là, la grosse différence avec le passage au disque, c'est la possibilité de monter des pneus de plus large section. On en parlera dans la suite de la vidéo. Je termine avec la transmission, c'est un groupe Ultegra R8070, donc disque hydraulique électronique. C'est un groupe qui m'a vraiment plu, je vous en parle juste après. Bon alors, maintenant qu'on s'est bien rincé l'œil, je vais vous parler de l'expérience que j'ai eue avec ce Yadigo Eroa disque tubeless transmission électronique. Alors pour commencer, j'ai déglingué une idée reçue que tout le monde ressort sur le disque et qui serait que le disque, ça freine mieux. Alors je vais pas me faire que des amis, mais je suis navré. Avec un système patin, il y a largement assez de puissance de freinage pour pouvoir freiner au max. Je veux dire, si tu peux bloquer une roue, ça veut dire que c'est pas le patin qui est le facteur limitant en termes de capacité d'arrêt, mais c'est le pneu lui-même, c'est le pneu qui se bloque. Le patin, lui, il a bien fait son job d'arrêter la roue, c'est le pneu qui finalement est le facteur limitant. Ce qui veut dire qu'on a largement assez de puissance de freinage dans un système patin pour ne pas avoir besoin de passer à un système disque. Donc pour moi, c'est un argument qui ne vaut rien du tout. Mais passons à ce que j'ai de vraiment intéressant à vous dire sur le passage au disque. Je l'évoquais tout à l'heure, la vraie évolution quand on passe à un système disque, c'est que l'on n'est plus limité par un étrier de frein. Souvenez-vous, les vélos de cyclocross, avant l'ère du disque, ils étaient montés en freinage cantilever, c'est-à-dire une espèce de freinage là, avec un tirage central et des patins sur les côtés, qui était un freinage sous-optimal et qui servait uniquement pour pouvoir accommoder les gros pneus. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce freinage pourri pour accommoder les gros pneus, on peut utiliser un freinage disque. Ce que représente le disque pour la pratique route, au même titre que pour la pratique cyclocross, c'est la possibilité de passer des pneus et des jantes plus larges. Mais alors vous allez me dire, pourquoi des pneus et des jantes plus larges? Bien, je vais y venir. Quand on veut améliorer les performances sur un vélo, on va s'intéresser à trois choses. La résistance aérodynamique, le rendement mécanique de la transmission et la résistance au roulement. Or, depuis quelques années, on se rend compte que pour optimiser la résistance au roulement, souvent il faut réduire la pression dans les pneus. Et ça va complètement à contrario de ce qui était fait jusque-là et qui voulait que il fallait des pneus gonflés à bloc pour que ça roule vite. Ça c'est vrai quand on est sur des surfaces particulièrement lisses, comme la piste par exemple, mais ce n'est plus vrai dès qu'on va sur la route, que les surfaces sont un peu pouraves et que par conséquent on a besoin d'absorber un peu plus la rugosité de la route. Le problème, c'est que pour réduire la pression des pneus sans courir le risque du pincement sur le premier trou venu, il faut augmenter le volume d'air présent dans le pneu. Pour augmenter le volume d'air, du coup, il faut augmenter la section du pneu et de la jante en même temps. Et ça, dans l'air patin, c'était possible que jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que
au bout d'un moment, on se retrouvait limité par le fait qu'il y avait un étrier de frein. Logiquement, on allait avoir un contact entre soit la jante, soit le pneu à l'intérieur de l'étrier de frein. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'ère du disque, on n'a plus ce problème-là. On peut faire des grosses fourches si on a envie, on peut passer des gros pneus et des grosses jantes si on a envie, aucun problème. Le système de freinage ne vient plus gêner cela. Ce qui fait qu'on peut baisser les pressions et améliorer la résistance au roulement. Seulement, gagner des watts de résistance au roulement, ce n'est pas tout. Il y a aussi un autre élément sur lequel influe la réduction de la pression dans les pneus, c'est le confort. Et le confort, c'est pas qu'un truc de papy qui fait pas mal au dos à la fin de sortie de 80 km. Non, non, non. Le confort, c'est aussi quelque chose qui contribue à la performance. Et ça, j'ai pu en faire l'expérience cette année au guidon de ce vélo. En 2020 et en 2021, j'ai fait la même course sur le même parcours, un parcours particulièrement pourri en termes de trous dans la route, etc., de petites aspérités, etc. C'est le parcours de la course de Gagny. Je l'ai fait l'an dernier avec le Yadigo Hero à patin et cette année avec le Yadigo Hero à disque. Je peux vous dire que la grande différence que j'ai ressentie avec le modèle disque, c'est pas que ça freinait mieux, c'est que grâce à ces plus gros pneus, à ces jantes plus larges, j'avais moins la sensation de subir la route et donc j'étais beaucoup plus concentré sur la course que j'avais à courir. Au lieu de me battre avec le vélo et d'essayer de le faire sauter les trous, enfin bref, je me suis évité tout ce stress et ça m'a permis de me concentrer sur autre chose, c'est-à-dire essayer de faire un bon résultat. Voilà pour le disque et le tubeless alors. Côté avantage, il faut dire quand même que ça contribue à la possibilité de réduire cette pression dans les pneus puisque pas de chambre à air, pas de risque de pincement, donc on peut aller sur des pressions beaucoup plus basses. Cela dit, c'est pas l'argument qui me permet de faire complètement oublier les 3 gros défauts du système tubeless. Le premier, c'est que les pressions qui sont adaptées à la route, 4, 5, 6, 7 bars, sont pas du tout adaptées à l'utilisation du préventif. Le préventif, c'est un liquide que l'on met à l'intérieur du pneu tubeless pour lui permettre de colmater les éventuelles petites crevaisons qu'il aurait sur son cycle de vie. Seulement, quand les pressions sont élevées sur un vélo de route, le préventif, il n'a pas l'occasion de prendre le temps de colmater les petits trous. L'air va se barrer avant que le colmatage ait eu le temps d'avoir lieu. Ça, c'est un vrai problème dans la pratique route. On se retrouve avec des pneus qui en fait sont dégonflés, donc plus vraiment roulables, et il faut quand même réparer avec une chambre à air. Donc, on se retrouve un peu comme des cons avec les tubeless. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, ça concerne également les crevaisons en race campagne. C'est compliqué de démonter un pneu tubeless quand on n'a pas le bon matériel parce que les tolérances industrielles qui existent pour permettre que le pneu tienne bien sur la jante et maintienne bien l'air à l'intérieur, elles sont beaucoup plus faibles que celles qu'on peut avoir sur un pneu à chambre à air. Naturellement, on a quand même moins de besoin d'étanchéité sur un pneu à chambre à air que sur un pneu tubeless. Donc, un moindre besoin de faible tolérance. Ce qui fait que les pneus tubeless sont plus difficiles en général à monter que les pneus classiques, ce qui fait qu'en cas de problème sur le bord de la route, c'est un ticket pour 1 heure de galère à démonter le pneu et à le changer, etc. Alors, je l'ai vécu, c'est pas toujours facile. Parfois ça marche bien, parfois moyen. Et troisième point, c'est aussi difficile de gérer le système tubeless sans avoir de gros matériel. Quand je parle de gros matériel, c'est évidemment tout ce qui est compresseur, etc. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un pneu tubeless, pour pouvoir bien se gonfler et bien rentrer dans la jante, entre guillemets, il faut qu'il claque. Donc il faut que sa lèvre extérieure, elle rentre dans le renfoncement de la jante, elle rentre dans l'aile de la jante. Il faut absolument qu'il y ait ça claque à l'intérieur. Pour ça, il faut avoir un outil qui permet de faire monter en pression le pneu très vite, très fort d'un coup. En général, le truc idéal, c'est d'avoir un compresseur. Moi, par exemple, je n'ai pas de compresseur ici, dans cet appartement, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. Il y a aussi des pompes qui permettent de faire office de compresseur. Mais tout ça, c'est encore du matériel à acheter. Et ça, c'est un des aspects qui fait que le tubeless, c'est pas très user-friendly. Voilà. Donc voilà, ces 3 aspects-là font que vraiment, j'aurais du mal à intégrer le tubeless dans mon quotidien sans avoir accès à du gros matériel ou avoir un mécano qui me traîne toujours avec une roue de secours. Pour ce qui concerne la transmission électronique, finalement, quand je vous donne un avis, je me dis je suis assez partagé. C'est-à-dire que tant qu'on n'y a jamais goûté, on ne se rend pas compte d'à quel point c'est le luxe d'avoir un truc qui marche comme une transmission électronique. Je vais m'expliquer. Une transmission mécanique, quand elle est neuve et bien réglée, les vitesses passent super bien, c'est vachement propre et tout. Mais au bout d'un moment, on a les gaines qui s'abîment, les câbles qui se détendent, le dérailleur qui se dérègle, la saleté qui vient emmerder le passage de vitesse. Tout ça fait qu'au bout d'un moment, votre transmission, ça passe plus très bien quand même. Avec la transmission électronique, ça n'existe plus. C'est comme si vous aviez tous les jours, tous les matins, une transmission toute neuve qui sort du magasin tout le temps.
c'est chaque jour, il y a tous les passages de vitesse qui marchent bien. Ça, je m'en suis rendu compte que seulement quand je suis repassé sur 105 après, je me suis dit, putain, c'est quand même dingue. Avant, j'avais quand même le luxe d'avoir 100% des passages de vitesse réussis, quoi. Alors maintenant, parfois, ça fait... Parfois, c'est... Ça veut pas. Il y a des trucs qui se dérèglent, tu sais pas pourquoi. Parfois, ça prend un peu, j'en sais rien, la saleté, l'eau, ça se détend. En transmission électronique, on n'a jamais ce problème, et ça, c'est vraiment un truc de ouf. Après, quand je dis luxe, évidemment, il y a l'étiquette de prix qui va avec un prix d'entrée à environ 2000 € pour une transmission complète Shimano Ultegra Di2, on est effectivement dans le domaine du luxe. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai pas enfoncé trop de portes ouvertes et que ça vous a donné envie de tester ce type de montage pour pouvoir vous faire votre propre idée. Si je ne roule pas sur ce vélo en 2022, c'est parce que on vous prépare un truc encore plus incroyable pour la saison prochaine, alors ne partez pas trop loin. Et comme d'habitude, d'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux, je vous dis, allez,